Alors, pourquoi est-ce qu'on évalue? Parce que c'est vrai qu'on nous dit toujours, bah, de toute façon, on est dans des maladies évolutives. Alors, en fait, ça sert à quoi d'évaluer? Bah, d'abord, évaluer, ça sert à connaître la personne et puis à pouvoir trouver des objectifs qui sont en accord avec ses envies et puis ce que nous, on pense qu'elle peut arriver à faire. L'évaluation, ça a un gros intérêt, c'est-à-dire ça permet de savoir comment on évolue par rapport à soi-même et puis comment on évolue par rapport à une norme. Ça permet, nous, dans les centres de référence, on participe quand même à des protocoles, donc ça permet de suivre l'histoire naturelle de la maladie, s'il y a un traitement, bah, de voir le bien fondé ou pas de ce traitement, et puis ça permet aussi d'appuyer les pratiques. Si on fait une évaluation qu'on propose, je sais pas, d'orienter, d'axer un peu plus la rééducation sur quelque chose, on réévalue derrière et on voit un peu ce que ça a donné. Est-ce que c'est l'histoire naturelle de la maladie? Tout le monde ne le sait peut-être pas ici. Alors, l'histoire naturelle de la maladie, c'est... On sait très bien que dans la dystrophie FSH, si on connaît l'évolution, mais il faut on la connaît de manière clinique, mais il faut qu'on puisse avoir des études qui expliquent réellement ce qui se passe, parce que, en fait, l'histoire naturelle de la maladie, elle est très importante parce que si on met en place un traitement, pour savoir si le traitement il marche, il faut savoir ce qui se passerait normalement. Sinon, on ne sait pas si c'est que la personne, elle évolue. Par exemple, un enfant, de manière naturelle, il a une évolution positive, parce qu'il apprend à faire des choses, parce qu'il améliore sa motricité, qui est la pathologie ou pas la pathologie. Et ensuite, donc du coup, une fois qu'on a cette évolution naturelle, ça nous permet de savoir si l'enfant, si on lui propose rien, qu'est-ce qui risque de lui arriver, et si on lui propose quelque chose, de pouvoir objectiver le positif de ce qu'on lui a proposé. L'histoire naturelle de la maladie, c'est qu'est-ce qui se passe quand on ne fait rien. Et c'est quelque chose d'obligatoire pour pouvoir savoir si le traitement marche ou pas. Et l'histoire naturelle de la maladie, elle a été faite par le groupe américain, le VSHD Group de New York, où il y a une cohorte de 90 patients qui a été suivie sur environ 20 ans et qui a donné des éléments, c'était publié. Donc il faut savoir que l'histoire naturelle de la maladie a été faite aux États-Unis. Et elle est importante à faire parce qu'on se retrouve parfois dans certaines pathologies où elle n'a pas été faite, on a mis en place un traitement, on sait que le traitement marche, mais au final, tout le monde sait que ça marche, mais comme on n'a pas de code standard, on ne peut pas... Voilà. Merci aux Américains, à ce groupe autour de New York, d'avoir fait des choses qu'on ne connaissait pas encore grand-chose en FSH, d'avoir déjà commencé le travail de ce côté-là. Alors nous, en tant qu'ergo, qu'est-ce qu'on propose? Surtout une évaluation orthopédique de la personne, enfin, au niveau des membres supérieurs. Donc, bon, chez nous, c'est fait, voilà. L'évaluation de la force aussi, donc la force des épaules. On demande à la personne de tenir en bout de bras un poids pour savoir un petit peu s'il a une résistance, s'il peut lever ses bras. Donc là, il n'y a pas d'étalonnage. Ça, c'est quelque chose, on a des poids et puis on note à chaque fois quel poids il utilise par rapport à lui-même. Là, on n'est que dans l'évaluation par rapport à soi-même parce qu'on n'a pas d'évaluation par rapport à une norme sur la force proximale. La force distale, ce qui aussi vous a été proposé, donc la force subtermino-latérale, la force digito-palmaire, en sachant que dans le cas de la dystrophie FSH, ce n'est pas une force qui est forcément très atteinte. Et puis tout ce qu'on a vu tout à l'heure avec les aires de préhension du membre supérieur, donc main-bouche, ce qui vous a été proposé, le type de préhension, par exemple le bilan 400 points comme il est fait à Paris. Nous, on fait aussi beaucoup la mesure de la fonction motrice, mais c'est un peu le bébé de notre chef de service. Donc, une évaluation en 32 items qui évalue la capacité de la personne. Donc, ces 32 items sont répartis en 3 grands domaines. Le domaine de la motricité, le domaine D1 qui est station debout et transfert, le domaine D2, motricité axiale et proximale, qui dans un premier temps est le domaine qui bouge le plus rapidement dans le cas de la dystrophie FSH, et le domaine D3 qui est la motricité distale. Voilà, donc cette échelle aussi, on la refait à peu près 1 à 2 fois par an. Je vous en parle parce qu'aujourd'hui, elle est beaucoup utilisée dans les protocoles. Elle est cotée en 4 points. 0 point, on ne peut pas faire. Et donc, pour les 3 points, la tâche est parfaitement réalisée. Et malgré mes demandes, je n'ai pas réussi à l'avoir. Vos demandes au centre de référence de Lyon. Ah.
Il n'est pas à la Croix-Rousse. Non, il n'est pas. Peut-être parce que j'ai plus de 65 ans et que la méthode s'arrête à 65. C'est la seule. Donc, vous l'utilisez peut-être pas autant que vous dites, c'est ça. Mais je vous ai dit, il y a aussi l'hôpital neurologique, je ne sais pas comment il fonctionne. Ouais, Là, c'est j'étais la à Croix-Rousse. l'hôpital neurologique. Ah, d'accord. C'est peut-être qu'ils l'utilisent, moi, je ne sais pas. Voilà, donc là, ce que c'est que la MFM. On utilise aussi beaucoup le score de Brooke. Alors, le score de Brooke, ça nous permet d'avoir une image un petit peu de la personne. Donc, en sachant que le 1, c'est quand on est capable de mettre les bras au-dessus de la tête et qui va jusqu'à 6 quand on n'a pas d'utilisation. On ne peut plus lever les bras, on a juste. Voilà, on peut plus lever. Le score de Vineos, tout ça, c'est des scores et des échelles qu'on utilise parce que ce sont vraiment des outils qui nous permettent de voir l'évolution motrice de la personne. Voilà. Alors, chez l'enfant, on évalue aussi beaucoup le graphisme, en particulier la vitesse d'écriture, pour pouvoir avoir des indications sur tout ce qui est fatigue, lenteur, parce que c'est souvent ça les plus grosses demandes, et puis pouvoir, dans un deuxième temps, mettre en place des moyens de compensation. Alors, ça peut aller de tout simplement la photocopie, les textes à trous, à éventuellement la mise en place d'ordinateurs, mais en réalité assez peu. On réalise aussi donc les questionnaires sur les activités de la vie quotidienne, l'ActiveLim ou la Mavi, peu importe. Et puis donc il y a aussi dans le centre de référence un travail sur la prise en charge de la douleur parce qu'on sait que la douleur en fait elle est assez fréquente dans le cadre des maladies neuromusculaires, même si c'est pas forcément ce qui ressort en premier, que cette douleur elle a une incidence alors sur la qualité de vie des enfants mais également des adultes. Voilà, donc je voulais juste surtout vous dire que par rapport à cette douleur, on essayait d'adapter l'appareillage parce que c'est donc une autre de nos facettes, l'évaluation pour la mise en place de l'appareillage. Alors l'appareillage, on l'introduit progressivement. Les objectifs, c'est la prévention orthopédique ou soulager les douleurs ou bien améliorer une fonction. L'appareillage qui nous est le plus souvent demandé, c'est l'appareillage des pieds, pour limiter le stépage, comme vous disiez tout à l'heure, donc les orthèses rollers. L'appareillage du dos pour limiter la lordose lombaire, et puis l'appareillage pour plaquer les omoplates. Alors, de la même façon qu'à Paris, on a essayé d'inventer des choses. Je vous ai ramené à la demande de Madame Jaricot ce qu'on avait fait. En sachant que c'est très compliqué parce que l'appareillage des omoplates, parce qu'il faut trouver un truc qui soit pas trop compliqué à mettre et qui soit pas, donc du coup nous on avait essayé un truc comme ça, vous voyez, un peu rigide, qui faisait un peu comme une carapace. Bon. Moi j'ai un système que j'ai trouvé accidentellement pour un client qui sert en fait pour retenir quelqu'un qui a un harnais-chat. Ouais. Donc c'est une partie qui pend derrière les épaules. Et puis après, on peut mettre le bras gauche ou le bras droit, donc il y a un autre accessoire. Donc si on ne s'en sert pas, on regarde que la partie maintient, et bon, et ça arrive à bien tenir. Voilà. Bon, c'est vrai que tenir la journée entière, ça tire malgré tout, mais et ça permet de lever. Ah oui, ça tient vraiment. Ah, du jarret. Vous ne mettez pas Tu gardes juste les sangles du jarret. dessous. Ça pourrait se mettre dessus. Oui, non, mais Tu fais une croix dans le dos. Non, Partout, ça va. c'est souple comme. Faut serrer fort. C'est de la mousse. Tu dois le scotcher dessus. Je l'amènerai quand vous tournez. Et en plus, c'est quelque chose qui coûte 20 €. On a aussi beaucoup de demandes pour limiter la lordose lombaire. Alors moi, l'expérience que j'ai, mais c'est vraiment très personnel, c'est qu'en fait, tant qu'il y a une fonction possible de transfert, de marche, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, il y a votre schéma, il est tellement un peu déplacé avec un peu lordose pour se déplacer que si on redresse, ça décale tous les points d'appui et du coup, en général, c'est un échec cuisant. Donc, moi, souvent, le corset lombaire,
on arrive à le mettre en place quand la personne a beaucoup moins de mobilité, que là, la douleur, c'est vraiment la première demande. Alors là, du coup, ça soulage bien. En tout cas, quoi qu'il arrive, même si on met en place avant, alors que la personne marche, un appareillage de lordose lombaire, on n'essaie pas du tout de le faire correctif, mais juste de soulager le dos. En aucun cas on corrige, parce que il y a tellement de compensation dans la marche, dans les transferts, que si on corrige, tout ça c'est perdu et du coup l'appareillage ça ne fonctionne pas. Après, donc il y a le gros volet technique, donc les déplacements, je ne reviendrai pas dessus. Ce que je voulais juste vous dire, c'est qu'on a quand même, quand on réfléchit à un fauteuil roulant, c'est un petit peu plus compliqué, c'est un peu complexe parce qu'il faut savoir effectivement quel est l'objectif. Comme on disait tout à l'heure, si l'objectif c'est d'aller de sa chambre à la salle de rééducation et de pas arriver en salle de rééducation complètement crevé, ou si vraiment l'objectif c'est d'être juste à l'intérieur ou d'être dehors, enfin il y a plein de choses différentes, mais le fauteuil c'est pas forcément quelque chose qu'on va utiliser du matin au soir dans toutes les activités possible. Ce qui est intéressant aussi, nous, comme on a quand même une petite idée de l'histoire naturelle, c'est que on réfléchit le fauteuil avec dans quelques temps, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura des besoins un petit peu différents de confort, de maintien un peu plus important? Et puis, c'est la prise en compte évidemment de l'environnement de la personne, de ses besoins, de qui intervient, de ce qu'elle veut en faire. Est-ce qu'elle habite à Lyon, en plein centre, avec un tout petit ascenseur, ou est-ce qu'elle habite à l'extérieur, avec un grand jardin? Voilà. Le fauteuil roulant manuel, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup la possibilité de le déplacer longtemps seul sur de longues distances. Voilà, et le fauteuil roulant électrique, alors je voulais juste vous repréciser que le fauteuil roulant électrique, normalement, la première attribution, elle doit se faire avec un centre agréé, qui doit remplir un certificat d'essai. D'accord? On ne peut pas acheter son petit fauteuil électrique comme ça, tout seul dans un coin. Enfin, d'un point de vue social, on a un fauteuil et 4 ans après, il convient moins bien. Est-ce qu'il y a une possibilité de changer? Quelle est la possibilité d'évolution avec la prise en charge de la sécurité sociale? Bon, alors, ça, on entend un petit peu de tout et n'importe quoi. La plupart des gens disent les fauteuils roulants, c'est 5 ans. En fait, quand vous en parlez avec les revendeurs, ils disent on ne sait pas d'où ça sort, c'est 5 ans, mais bon, en tout cas, on est tous axés sur le fait que ça soit 5 ans. Par contre, ce qui est certain, c'est que dans le cas d'une maladie qui évolue, on peut justifier un renouvellement anticipé, un changement de morphologie, Donc là, c'est aussi l'intérêt de faire des évaluations régulières, c'est que si à un moment, parce que parfois, on ne peut pas non plus, sur un premier fauteuil, partir sur quelque chose de super évolutif, parce que la personne, elle me dit, non mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, on peut imaginer de faire des choses un petit peu plus simples, et puis de se dire, on verra bien, dans 2-3 ans, on essaiera, si on justifie vraiment les choses, la Sécu, elle ne ferme pas la porte. La verticalisation. Alors la verticalisation, c'est autre chose. C'est pas Il y a le fauteuil verticalisateur aussi. Oui, mais le fauteuil verticalisateur, c'est une autre ligne. Donc il y a le fauteuil électrique, qui est une ligne, et le fauteuil verticalisateur, qui est une autre ligne. Enfin, la verticalisation, qu'elle soit faite sur un fauteuil ou sur une table ou je sais pas quoi, c'est un autre... Ouais. Donc ça pose pas de problème. On peut partir sur un fauteuil électrique et puis au bout d'un an se dire j'aimerais bien un verticalisateur. C'est pas impossible ça. En réalité, il semble que le problème c'est d'avoir deux fauteuils. Le gros problème, c'est d'avoir un fauteuil manuel et un fauteuil électrique. C'est pour ça que nous, on dit toujours aux gens, on achète le fauteuil manuel d'abord et le fauteuil électrique vient après, même si c'est quelques mois, parce que en fait, la Sécu, si vous achetez un fauteuil électrique, non, ça marche pas, parce qu'en fait, si vous achetez un fauteuil électrique, on va faire un petit argumentaire en disant que vous avez pris un fauteuil électrique parce que vous ne pouvez pas déplacer un manuel. Donc, si 2 mois après, on dit à la Sécu que vous voulez un manuel, la Sécu dit non, mais attendez. Ce qui est stupide, parce qu'en fait, c'est pas utilisé pour la même chose. Oui. Le manuel, c'est pour se déplacer. Alors après, la Sécu répond par rapport à ça que vous avez le droit de prendre des fauteuils de transfert, c'est-à-dire les fauteuils manuels avec des petits trous. D'accord? Ça, ils ne sont pas contre. Mais après, c'est pareil, il faut argumenter les choses. Mais bon, en général, comme on connaît la technique, on fait acheter le fauteuil manuel avant. Et les conseils régionaux aussi qui financent. On a des clients qui ont acheté des engins à 3 roues, des sites financés par la région. La MDPH, oui. Ouais. Par la MDPH.
Parce que donc vous savez à peu près la MDPH, au niveau des aides techniques, vous avez donc bien la MDPH, donc c'est la maison départementale pour les personnes handicapées. C'est pas la région. Mais si. Ouais, c'est ce qu'on appelle la région. Donc vous savez que par rapport à ça, il y a des volets. Alors il y a un volet aménagement du logement qui est de 5 000 € tous les 10 10 ans, aménagement du véhicule 5 000 € tous les 5 ans, aide technique 3 900 € tous les 3 ans. Sauf qu'après, on peut passer encore les dossiers en fonds de compensation. Donc on arrive à avoir des financements par ce que vous appelez la région. Si. Je vais passer assez vite, simplement pour vous dire qu'on est aussi assez vigilant, comme je vous dis, supérieur et puis au positionnement de la personne. Donc on essaie de prévenir, corriger, compenser un peu des défauts qui se mettent en place parce que la fonction elle est facilitée si vous vous mettez dans cette position. Donc on essaie assez rapidement d'intervenir pour ne pas prendre des mauvaises habitudes. Parce que ce qu'on sait, encore une fois, donc en ce moment, il y a un gros truc sur tout ce qui concerne le positionnement. Et ce qu'on sait, c'est qu'une des premières causes pour lesquelles on va essayer d'améliorer son positionnement, c'est les douleurs. Donc on essaye de prévenir les mauvaises habitudes de positionnement pour pas trop que les douleurs s'installent. En travaillant notamment sur la posture, c'est-à-dire dans quelle position on maintient le corps pour pouvoir utiliser au mieux ses membres supérieurs. Il y a aussi donc tout un travail par rapport aux aides au transfert dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc on fait le même type de préconisation. Les chaises releveurs électriques, donc ça par exemple, il n'y a pas de remboursement par la sécurité sociale, on passe par les dossiers MDPH. Les aménagements du WC, donc la plupart du temps, ce qui est proposé, c'est le lift électrique pour les WC et puis les abattoirs. Les aménagements possibles du bain, de la douche, des barres, bien sûr, il y a les barres pour aider à se relever. Le lit médicalisé, beaucoup moins beau que celui qui vous a été montré tout à l'heure. Simplement pour vous préciser que le lit médicalisé, il est remboursé qu'à la location, mais pas les lits doubles. On a aussi donc une grosse partie de notre activité sur les conseils pour aménager l'environnement. Donc en particulier le domicile, bien sûr, avec tout ce qui est les aires de rotation, l'écartement des portes, les aménagements de salles de bain. Parce que il y a donc la mise en place dans le domicile, il y a besoin de mettre en place des aides techniques, que ce soit pour le transfert, pour améliorer le quotidien. Il y a toute la domotique aussi qu'on peut imaginer pour ouvrir les volets, pour mettre la lumière. Et puis parfois, dans des cas un petit peu plus lourds, quand la personne doit avoir une tierce personne à domicile, il ne faut pas oublier une chambre supplémentaire. Il y a aussi tout ce qui concerne les aménagements du véhicule. Alors là, je dirais qu'il y a deux grands volants. Il y a les personnes qui conduisent elles-mêmes, donc avec des aménagements simples comme réfléchir par rapport au transfert, quel type de voiture. Une voiture haute, c'est bien pour en sortir, mais c'est pas bien pour en rentrer. Une voiture basse, à l'inverse. Donc, la boîte automatique, la commande au volant. Certains font aussi installer des petites planches de transfert, là, vous voyez, qui permettent de soulager les transferts. Il y a aussi certaines personnes qui font le choix de conduire leur voiture en fauteuil roulant. Et puis, il y a une autre possibilité où la personne est passagère et où c'est de proposer des aménagements, soit simplement pour les transferts, soit pour installer un fauteuil roulant pour ceux qui sont chauds. On peut aussi avoir d'autres demandes un petit peu plus spécifiques. Alors, je vous ai mis comme exemple la maternité, où on peut parfois nous demander, par exemple, les jeunes femmes qui sont enceintes, on voit quand même leur fonction un petit peu diminuer. Donc, trouver des aides techniques un petit peu spécifiques à des moments un peu clés d'une vie. Je pense, par exemple, à la chaise releveur à roulettes qu'on avait proposée à l'époque alors que vous marchiez, mais simplement, du coup, comme c'était un peu plus compliqué, pouvoir se déplacer à l'intérieur du domicile et se relever sans risque de chute. Et puis après, réfléchir à qu'est-ce qu'on peut utiliser
comme mobilier pour le bébé, pour que la maman puisse intervenir auprès de lui sans prendre de risques. Voilà. En gros, le type, l'intervention du centre de référence sur Lyon.